Bonjour tout le monde, aujourd'hui faites chauffer votre baguette et votre cœur, on part à l'abordage de l'amour à la française. Vous l'avez peut-être remarqué, mais jusqu'à maintenant j'ai parlé exclusivement d'auteurs ou d'autrices qui venaient d'Amérique ou d'Angleterre. Je me suis dit qu'il était temps de laisser une chance aux auteurs français, et j'en ai donc choisi 2 du 19e, afin de m'intéresser à la manière qu'ils ont de parler d'amour. J'ai choisi 2 auteurs qui pèsent plutôt dans le milieu, soit Gustave Flaubert et Émile Zola. Flaubert appartient au mouvement réaliste et Zola au mouvement naturaliste. Ces 2 aspects, je les développerai plus loin dans la vidéo quand je parlerai de chacun des auteurs, mais la chose à retenir pour l'instant, c'est que ces mouvements se sont majoritairement, mais pas que, créés en réponse au romantisme, par des artistes et des écrivains et écrivaines, excédés par l'explosion et l'idéalisation des sentiments de ce mouvement. Donc en fait, si on veut, le réalisme et le naturalisme, ils abordent la littérature de manière beaucoup plus objective et beaucoup plus proche du réel. Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'amour si on supprime toute explosion de sentiments et qu'on l'aborde de manière neutre et quasi scientifique ? La réponse est oui. Mais attention, comme le dit très bien le narrateur de l'excellent 500 jours ensemble, ceci n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire qui parle d'amour. Ah, vous les entendez ? C'est les milliers de pleurs des adolescents qui ont étudié Madame Bovary. Ah, Madame Bovary. Je pense que si j'avais découvert Flaubert dans un autre contexte que mon temps libre, ça m'aurait autant passionné qu'un cours de gym le vendredi après-midi. Mais bon, j'ai découvert Flaubert pendant les vacances et ça m'a ouvert le monde merveilleux de la littérature du 19e siècle. Aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre pourquoi j'ai aimé Madame Bovary et d'esquisser une réponse à la question « Pourquoi diable est-ce que Flaubert a créé une existence aussi ennuyante que celle de Madame Bovary ?» Oui, peut-être que ça vous donnera envie de donner une deuxième chance au livre ou de vous faire dire que ce livre n'est vraiment pas fait pour vous. Et vous savez quoi ? Vous avez totalement le droit. C'est pas parce qu'un livre est dit classique que vous devez absolument l'adorer. Si vous l'aimez pas, ça vous rend pas plus bête ou moins cultivé. Vraiment, il y a des milliers de livres qui vous attendent, alors ne perdez pas votre temps à essayer de lire un classique que vous n'aimez pas. C'est d'ailleurs valable pour tout autre type de livre. Pour ma part, j'ai jamais pu finir Les Liaisons dangereuses de Laclos et j'ai jamais dépassé les 100 premières pages du Rouge et le Noir de Stendhal. Et puis, j'ai lu d'autres livres et c'était pas grave. Alors vraiment, lisez ce qui vous plaît. Le récit ne s'ouvre étonnamment pas sur la vie d'Emma, mais sur celle de Charles Bovary. On nous raconte son enfance, puis ses études. Et là, Flaubert, il fait pas trop de cadeaux à Charles Bovary. Il nous décrit comme un être creux, transparent, ayant raté ses études de médecine et du coup étant cantonné à être officier de santé, il a épousé une vieille femme laide, acariâtre, qui meurt peu après le début du récit. C'est lors d'une visite médicale chez un paysan que Charles rencontre Emma Rouault, une jeune demoiselle élevée dans un couvent et dont la jeunesse a été bercée par des récits sentimentaux qui l'encouragent à croire aux histoires d'amour passionnées et idéales. Donc lorsque Charles demande sa main, Emma voit ses rêves se réaliser. Et elle se réjouit d'enfin toucher du doigt l'existence romanesque qu'elle a tant désirée. Mais la pauvre Emma, la désillusion se fait pas attendre. Elle qui rêvait d'une grande cérémonie, son mariage est plutôt médiocre. Son couple est monotone et modeste. Et puis son époux est pas très intéressant. Donc bon, on est très loin de l'existence romantique qu'elle avait imaginée. Afin de pouvoir remédier à cette déception, Emma rencontre 2 hommes qui deviendront ses amants, Léon et Rodolphe. Elle tardera pas aussi à dépenser tout son argent chez son marchand, Monsieur Lheureux, afin de se parer des dernières étoffes à la mode. Ainsi commence la perte d'Emma Bovary. Si pendant la lecture de Madame Bovary vous avez esquissé un bâillement et senti poindre ce sentiment très particulier qu'est l'ennui, alors vous avez ressenti ce qu'Emma a vécu une partie de sa vie. Parce que contrairement à Emma qui rêve d'une existence idéalisée, Flaubert ne fait aucun cadeau à ses personnages. Attaché à ce désir de rendre le plus réel possible ce qu'il raconte, l'auteur ne leur réserve pas de destin incroyable et de surprises changeant leur existence monotone en un récit d'aventure. Rien que le fait qu'Emma apparaisse qu'après 15 pages de récit est significatif. Elle n'est pas une héroïne importante et principale. Elle n'est qu'une femme qui rêve trop grand. Pour appuyer mes propos, je vais vous lire l'extrait qui parle du mariage d'Emma Bovary. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors délicatement de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Quant à Monsieur Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre.
Les autres gens dans la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du maître-aînier qui continue à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet, afin que les cordes grinçassent mieux, puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour bien se marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. Franchement, c'est pas le malaise? J'allais dire qu'il manquait que l'oncle un peu étrange qui faisait des blagues graveleuses, mais le père de Bovary qui va draguer une jeune fille blonde, c'est pas mal. Mais donc, si on revient à la question du début, pourquoi est-ce que Flaubert a créé ce personnage déçu en amour qu'est Emma Bovary? Si vous vous souvenez, dans l'introduction, j'ai expliqué que Flaubert était issu du réalisme. C'est un mouvement qui s'est créé en partie en opposition au romantisme. Et le romantisme, Emma Bovary, ça lui connaît bien. Elle a passé toute sa jeunesse à lire des histoires d'amour qu'elle a mal interprétées, et elle n'a retenu que le sens que l'amour c'est beau, c'est fort, c'est chaque jour qui passe sans jamais ressembler au jour d'avant, et chaque jour est rempli de passion, et tu ne t'ennuies jamais. Et une histoire d'amour comme ça, c'est pas possible, même si on est vraiment très amoureux. Ou au moins pas toute une vie. Mais moi, j'ai aimé les emportements d'Emma lorsqu'elle se croit dans un de ses ouvrages romantiques. Cela amène un soupçon de mouvement dans son existence, et qu'il le veuille ou non, j'adore la manière dont Flaubert décrit Emma se laissant emporter par ses émotions. Pour vous donner une idée, je vais vous lire un extrait lorsqu'Emma est à l'opéra. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré. Il avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu, pleines de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ces lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience, et cette illusion qui la charmait quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimée d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar, le dernier soir, au clair de lune lorsqu'il se disait « À demain, à demain ». La salle craquait sous les bravos, on recommença la strette entière. Les amoureux parlaient de fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance, et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. De ce livre est apparu d'ailleurs le terme bovarisme qui désigne, je cite, « un état d'ennui qui pousse une personne à rêver d'un univers imaginaire ». Allons bon, Flaubert serait-il un détracteur sans scrupules du romantisme ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, comme il écrit dans une de ses lettres, « Il y a en moi, littéralement parlant, deux bonshommes distincts. Un qui est pétri de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée, un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut. » Donc pour moi, c'est pas forcément une question d'être pour ou contre le romantisme, d'ailleurs personne n'est pour ou contre le romantisme, mais c'est une interprétation vraiment personnelle. Mais pour moi, Flaubert, à travers Madame Bovary, il critique le fait d'une lecture erronée de ses ouvrages. Pour moi, Emma Bovary, elle a lu ses ouvrages en surface. Elle n'a retenu que le côté niais et terriblement romantique, alors qu'en fait il y a bien plus, comme je l'ai développé dans ma vidéo sur les 3 autrices qui parlent d'amour au XIXe siècle. Et le fait que ces ouvrages, au-delà d'une histoire d'amour, c'est vraiment une critique de la société et qu'ils dénoncent beaucoup. Et voilà, pour moi c'est ça, la critique de Madame Bovary. En écrivant cette vidéo, je me suis demandé si Madame Bovary était considérée comme un ouvrage sexiste. J'ai cherché sur internet et il y avait un peu de tout. Des articles qui disaient que Flaubert était un sale con misogyne, et d'autres qui disaient qu'au contraire, Madame Bovary était un livre qui encourageait la femme à combattre le patriarcat. Alors, à mon avis, mais ça c'est une interprétation purement personnelle, je ne pense pas que Madame Bovary soit sexiste, du moins je l'ai pas vécu comme ça. C'est vrai que c'est un portrait pas très flatteur d'une femme, mais c'est une femme et les hommes sont vraiment pas en reste. Mais je pense pas non plus que le message de Flaubert était totalement féministe, ça m'étonnerait même très franchement. Du coup, je ne sais pas quel est votre avis, moi je me situe un peu au milieu, je suis vraiment la Suisse neutre, mais j'aimerais bien en discuter avec vous, de savoir comment vous l'avez perçu ça. Alors romantisme ou pas, une chose est sûre, moi j'ai aimé Madame Bovary. Et oui, je vous le cache pas, il y a des passages qui m'ont profondément ennuyée, mais pour moi en fait ça fait partie de l'expérience de Madame Bovary, et c'est une manière de nous plonger plus directement dans son quotidien. Donc, que vous ayez envie de lui donner une deuxième chance ou de le découvrir, je vous encourage à le faire. Et si vous avez envie de le jeter parce que vous l'avez détesté, eh bien, faites-le aussi.
Thérèse Raquin est écrit par Zola en 1867, mais ne fait pas partie de l'œuvre des Rougon-Macquart. L'œuvre du Rougon-Macquart, c'est en fait 20 livres regroupés ensemble qui racontent l'histoire d'une famille sur 5 générations, et pour en citer les plus connus, par exemple Germinal et Au bonheur des dames en font partie. Si Flaubert nous raconte la vie d'une femme qui s'ennuie, Zola, lui, s'attaque à l'existence d'une femme au tempérament de feu, rongée par la passion. Avant de présenter le livre, je voulais vous dire que Thérèse Raquin, je l'ai connue parce que c'est une abonnée qui m'en a parlé dans les commentaires. Et déjà je la remercie, et en plus ça montre que n'hésitez pas à me conseiller des livres, je prends tout ça en considération, j'en ai plusieurs d'ailleurs que j'ai aussi achetés parce qu'on me les a conseillés, que je n'ai pas encore lus, c'est vraiment un plaisir. Thérèse est une orpheline qui vit avec Madame Raquin et son fils Camille. Ce dernier, qui est donc le cousin de Thérèse, est un enfant à la santé très fragile, assez faible et qui tombe souvent malade. Donc pour Madame Raquin c'est une évidence, Camille doit épouser Thérèse parce qu'elle sait s'occuper de lui. À 21 ans, les deux jeunes cousins s'épousent et vont vivre avec Madame Raquin à Paris. Quelques années s'écoulent et un soir, Camille amène chez lui Laurent, une de ses connaissances. Laurent n'étant rien comme Camille. C'est un homme bien bâti et imposant de par son physique et son caractère. Sa présence fascine Thérèse et Laurent devient rapidement son amant. C'est une passion ardente qui brûle dans leur cœur et chaque rencontre est emplie de désir et d'érotisme. Cette relation, si opposée à ce qu'a connu Thérèse dans son mariage avec Camille, pousse même cette dernière à détester son époux qu'elle juge fade et faible. Un soir, alors qu'elle a rendez-vous avec Laurent, Thérèse laisse échapper une idée. Et si Camille mourait, tragiquement, dans un accident? C'est lors d'une balade en barque que Laurent décide de passer à l'action et de noyer Camille. Ce meurtre, loin de leur apporter la paix heureuse et le mariage qu'ils avaient envisagé, fait naître en Laurent et Thérèse des sentiments froids, et chacun se perd dans ses propres démons, croyant même parfois voir le fantôme de Camille qui viendrait les hanter. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux au monde que l'histoire de deux amants qui, après avoir détruit une vie, se détruisent l'un l'autre? Eh bien des tas de choses, à commencer par la paix dans le monde et Colin Firth. Je sais pas si j'arrive à décrire l'effet que certains passages ont eu sur moi. C'était vraiment un tourbillon de chaleur, d'érotisme et d'émotions fortes. Et pourtant, je le rappelle, de base, le but de Zola et aussi de Flaubert, c'était pas du tout de créer un récit enivrant et mélancolique. Donc comment Zola est arrivé à un résultat aussi fort et vibrant? Avec Thérèse Raquin, et avec toute son œuvre d'ailleurs, Zola cherche à porter un regard scientifique sur la nature humaine en mettant face à face différents tempéraments et en observant leur évolution. C'est ainsi, et de manière très grossière, que je décrirai le mouvement naturaliste auquel appartient Zola et ainsi ce qu'il a cherché à faire avec ce roman. L'auteur lui-même déclare « Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leur nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. » On se retrouve donc avec des personnages vicieux, égoïstes, hypocrites et... c'est génial. Pour vous imprégner un peu l'ambiance du récit, j'ai décidé de vous lire un passage. Thérèse, souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière, et, sur son visage, couraient des lumières ardentes, des sourires passionnés. Cette face d'amante s'était comme transfigurée, elle avait un air fou et caressant. Les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer, et en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. Et, autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, un air pénétrant et âcre. Je trouve ça vraiment... waouh! C'est vraiment la force. J'ai adoré tout ce travail de vocabulaire autour de la chaleur, du désir, des lumières. Et c'est vraiment toute l'ambiance qu'on trouve dans cette première partie. En fait, si je parle de première et deuxième partie, c'est parce que, après le meurtre de Camille, l'ambiance change radicalement. Adieu la chaleur, la lumière, l'érotisme. Bonjour le froid et les teintes aussi grises que le cadavre de Camille que Laurent identifie à la morgue. Je sais que ça peut paraître assez cliché cette opposition chaleur-froid, mais le récit plonge d'une partie à l'autre sans que vous vous rendiez forcément compte. Par exemple, dans la première partie, Laurent peint un tableau de Camille. Le tableau est franchement raté parce que Laurent est vraiment pas bon peintre. Et alors que le récit avance, on oublie le tableau. Mais après le meurtre de Camille, ce visage si mal peint ressemble alors au cadavre du noyé et cela rend Laurent fou d'angoisse. Je sais pas si c'est une manière pour Zola de nous parler de la façon dont l'être humain crée ses propres peurs, mais quoi qu'il en soit, j'aime cette façon qu'il a de mettre en place un climat d'horreur et de surnaturel à partir d'éléments anodins, et du coup de passer d'une ambiance chaude érotisante à une ambiance froide et glaçante. Mais donc que ce soit pour la première ou la deuxième partie, je vous conseille de lire Thérèse Raquin. Ça a vraiment été une expérience littéraire pour moi. Par contre, je vais vous mettre en garde, c'est un livre cru et cruel. Donc si vous êtes sensible sur des sujets comme par exemple les violences physiques,
eh bien c'est vraiment pas un livre que je vous conseille. Voilà, si malgré cette mise en garde vous avez quand même envie de vous mettre à la lecture de ce livre, eh bien allez-y. C'est en écrivant la vidéo que je me suis rendu compte d'un truc que j'avais pas du tout calculé en choisissant les deux livres et qui est Madame Bovary et Thérèse Raquin parlent de la même chose. Tous les deux racontent l'histoire d'une femme qui a épousé le mauvais homme, qui s'ennuie dans son mariage et qui a pris un amant. Ouais, je sais, c'est une manière vraiment grossière de résumer ces deux livres, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y avait une base commune. Cela démontre déjà que ce n'est pas l'originalité d'un scénario qui fait un bon roman, et qu'il y a beaucoup de façons de traiter une même histoire. Ce sont donc deux livres qui parlent d'amour, ou plutôt je dirais d'absence d'amour. Flaubert et Zola essayent de dépeindre avec justesse le quotidien de femmes qui s'ennuient dans leur mariage, et il en ressort des portraits de personnages plutôt critiquables. Parce que oui, ne vous attendez pas à avoir des personnages principaux comme une Jane Eyre ou une Elizabeth Bennet que vous admirez. Non, il y a très peu de chances que vous aimiez les personnages principaux. Donc soit ce sont des personnages monstrueux, soit terriblement humains. C'est à vous de voir. En tout cas, il en ressort deux romans vraiment intéressants que je conseille particulièrement aux gens qui aiment les récits qui finissent beaucoup moins bien qu'ils n'ont commencé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai filmé toute seule, donc si c'est un peu particulier, si la mise au point se fait mal, c'est peut-être probable. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces deux romans, si vous les avez aimés ou pas aimés, parce que comme j'ai dit, vous avez le droit. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.